Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Anomalie congénitale qui se caractérise par une malformation du pied. Le pied beau apparaît lors du développement fœtal et peut être diagnostiqué dès la deuxième échographie. Le pied beau se caractérise par un pied tordu qui ne se pose pas sur ses appuis normaux et peut même sembler être en l'envers. Malgré les apparences, il ne provoque aucune douleur. Le pied beau est 2 fois plus commun chez les garçons que chez les filles. Dans 50%, le pied beau est bilatéral et 50% unilatéral. Il s'agit d'une pathologie assez fréquente car on enregistre 174 000 nouveaux cas par an dans le monde et 157 200 cas chaque année dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. 31 000 enfants seulement ont eu accès à un traitement de qualité en 2017, soit 20%. Au Burkina Faso, chaque année, 958 enfants naissent avec le pied beau. C'est dire que le pied beau reste une préoccupation dans notre pays. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Eli Balima. Dr Balima est chirurgien général. Dr Faisal Oubda. Dr Oubda est manager du programme Pied Beau Hope Walks, Burkina Faso. Et puis, Dr Yacouba Traoré. Dr Traoré est chirurgien pédiatrique au CHU Souro Sanou de Bobo Dioulasso. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et madame. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, madame. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Santé Mag. Vos questions et préoccupations sont attendues au 25 31 83 53. Pour commencer, Dr Traoré, il y a combien de formes de pieds beaux? Merci, madame Dao. Donc, pour le sujet, il faut savoir que nous avons à peu près 2 grands groupes de pieds beaux. En pied beau, d'abord, le premier groupe, c'est le pied beau idiopathique. Le pied beau idiopathique, c'est celui dans lequel on ne retrouve pas d'autres anomalies associées et c'est isolé. Et il y a le pied beau secondaire ou pied beau syndromique. C'est le pied beau qui est le plus souvent qui s'associe à d'autres pathologies telles que le spina bifida, l'arthrogrypose, la maladie des brides amniotiques ou même parfois jusqu'à une absence même d'un os comme le tibia, ce qui rentre dans le cadre d'une hypoplasie tibiale aussi parfois associée. Docteur Oubda, quelles sont les caractéristiques du pied beau? Alors, merci madame. Médicalement, le pied beau est caractérisé par 4 déformations typiques qui forment l'acronyme CAV, c'est-à-dire le cavus, l'adductus, le varus et l'équin. Alors, si nous regardons le modèle que nous avons ici, le cavus constitue l'accentuation de l'arche du pied en bas. Et l'adductus constitue le fait que... On va demander à la caméra d'approcher pour qu'on puisse mieux voir. Donc, le cavus constitue l'accentuation de l'arche du pied, voilà, que je montre avec le doigt ici. Et l'adductus constitue le fait que la partie antérieure du pied se déplace vers l'intérieur au lieu d'être normal dans l'axe du tibia. Et lorsque l'on parle du varus, il faut regarder au niveau du talon. Le talon, au lieu d'être tout droit dans l'axe du tibia, se retrouve déplacé également vers l'intérieur. Et enfin, on a l'équinisme. Et pour le voir, on peut regarder sur ce modèle osseux-là. Le pied, normalement, qui devrait être à plat comme ça, avec le talon qui est au même niveau que l'avant-pied, se retrouve fléchi vers le bas au niveau de l'avant-pied et le talon se retrouve porté vers le haut. Donc, équinisme, la forme d'un pied de cheval, si on peut le dire ainsi. Mais docteur Oubda, on reste toujours avec vous. Pourquoi il y a plus de garçons atteints de pieds beaux que de filles? Qu'est-ce qui explique ce fait?
Alors, il faut dire que ce sont des constats statistiques que nous avons faits. Donc, depuis que le monde scientifique s'est intéressé au pied beau, on a constaté qu'il y a environ 60% de cas qui apparaissent chez les garçons et 40% chez les filles. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu déterminer pourquoi cette fréquence-là. Mais certainement, il y a une cause qu'il faut aller chercher scientifiquement en accroissant la recherche. Docteur Balima, pourquoi dit-on pied beau et quelle en est la cause? Merci madame. Alors, le terme pied beau, c'est une appellation courante pour désigner une malformation qui est très fréquente au niveau du pied, en particulier chez les nouveau-nés. Alors, donc c'est la malformation la plus fréquente du pied. Et en examinant ce pied malformé-là, on peut distinguer plusieurs types. Et un des types, c'est ce que le docteur Ouda était en train d'expliquer, avec des déformations bien précises. Alors, s'agissant de la cause du pied beau, alors il faut dire qu'à ce jour, pour ce qui concerne le pied beau idiopathique congénital dont le docteur Traoré a parlé tout de suite, comme le nom l'indique, quand en médecine on dit idiopathique, c'est qu'on ne connaît pas la cause exacte. Voilà. Donc, et c'est le grand groupe donc, de pieds beaux. Et le second groupe, c'est docteur Traoré en a parlé également, c'est le pied beau alors, qui s'inscrit dans un contexte de malformation. Et il en a évoqué également. Alors, globalement, on s'accorde pour dire qu'il y a certainement des facteurs génétiques dans la survenue du pied beau. La preuve, c'est qu'on retrouve dans certaines familles la mère qui a eu un pied beau à son enfance et son enfant en a aussi. Donc, on pense qu'il y a certainement un facteur génétique. Il y a également les facteurs environnementaux, puisque vous l'avez dit en introduction, que c'est fréquent dans les pays en voie de développement, plus de 90% des cas. Voilà. Donc, certainement, l'environnement contribue également. Alors, pour terminer, je pense qu'au-delà de ça, dans nos contrées, il y a des considérations, il y a des tentatives d'explication, des croyances qui, malheureusement, ne sont pas fondées pour expliquer la survenue des pieds beaux. Et malheureusement, ces croyances aboutissent à des stigmatisations et je pense qu'on reviendra certainement là-dessus. Justement, dans nos contrées, à quel moment habituellement on fait le diagnostic du pied beau, docteur Traoré? Merci Madame Dao. Et effectivement, dans nos contrées particulièrement, on fait le constat pratiquement à la naissance. Mais ce n'est vraiment pas le bon moment parce qu'on peut déjà faire le dépistage depuis le deuxième trimestre d'une grossesse, lors du dépistage des anomalies avec l'échographie prénatale déjà, on peut déjà dépister et donc adresser ou sinon prendre contact avec un chirurgien pédiatrique par rapport à cela. Et donc voilà, il y a deux moments où on pourrait bien le faire, soit avant la naissance avec une échographie prénatale ou après, donc c'est ce qui se passe beaucoup plus chez nous, un peu plus en retard, mais c'est à la naissance et en salle d'accouchement surtout. On le découvre. Voilà. Ok. Docteur Ouda, pour compléter? Oui, il faut dire que malheureusement, ce qui fait que 90% ou 80% des cas sont visibles dans nos contrées, c'est parce qu'en réalité, ces enfants-là sont sous-diagnostiqués. Parfois, à la maternité, on ne reconnaît pas le pied beau et on laisse les parents aller et les enfants se retrouvent à leur sort. Si bien que c'est à l'âge de 2 ans, 3 ans, voire plus, que l'on constate que, ah tiens, cette malformation ne s'est pas corrigée et l'enfant se retrouve avec le pied beau congénital. Donc l'idéal, c'est vraiment de le détecter très tôt, si possible avant la naissance avec les échographies, mais comme dans le milieu rural où la majorité de la population burkinabé réside, il n'y a pas d'échographie, c'est surtout à la naissance, lorsque les sages-femmes font sortir le bébé ou les gynécologues, qu'ils peuvent reconnaître le pied beau et le référer dans la structure de prise en charge. Il arrive des moments qu'on ne reconnaisse pas le pied beau à la naissance. Il arrive malheureusement des moments qu'on ne reconnaisse pas le pied beau. Voilà. C'est pour cela que nous essayons, en tout cas, à travers des sensibilisations, de former les agents de santé au niveau des maternités à détecter le plus tôt possible le pied beau pour que ces enfants-là soient traités le plus tôt possible.
Lorsqu'on attend un bébé, c'est la plupart des temps la joie dans la famille, une joie qui peut être ternie. Quand l'enfant naît avec un handicap, c'est la situation que traversent les familles de près d'1 millier d'enfants qui naissent chaque année au Burkina Faso avec un pied beau. Un handicap qui est pris en charge gratuitement à l'hôpital Chifra de Ouagadougou à travers le programme Pied beau Hope Walks Burkina. Issa Kanana pour le reportage. À l'hôpital Chifra ce matin, Dame Valérie est là avec sa fille pour le traitement de sa pathologie. Âgée d'à peine 2 mois, la petite Ariane souffre de la maladie des pieds beaux, une pathologie congénitale. L'enfant naît avec cette malformation et lorsque vous l'observez, les pieds sont tournés vers l'intérieur et les orteils, au lieu d'être normalement positionnés, sont renversés. Le jour même que j'ai vu les pieds là, j'ai versé des larmes. Parce que bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà. Bon, parce que j'ai vu pour un enfant elle va marcher comment? Voilà, elle va marcher comment? Comment sera sa vie? Voilà, c'était en tout cas les premières questions que je me suis posées. Voilà. Bon. Et avec les médecins, bon, ils nous ont rassuré que, en tout cas, avec une prise en charge, ça doit aller. C'est une malformation qui survient dans un cas sur 806 naissances au Burkina Faso. Selon les spécialistes, 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie, dont 50% des cas affectent les 2 pieds. Les garçons sont les plus touchés, avec un pourcentage estimé à 60%, selon le docteur Faisal Oubda. Quant aux causes, elles restent méconnues. Pour ce qui concerne la cause du pied beau congénital, il faut dire que dans 90% des cas, on parle de pied beau idiopathique, ce qui veut dire que la cause n'est pas connue. Et dans 10% des cas, le pied beau est lié à un autre syndrome, une autre maladie, qui peut être le spina bifida, qui peut être l'hydrocéphalie, qui peut être la maladie des brides amniotiques. Mais là, c'est vraiment mineur. Donc, dans la majorité des cas, on ne connaît pas quelle est la cause. On pense peut-être qu'il y a un déterminisme génétique, mais tant que la recherche n'a pas encore abouti, on ne peut pas dire qu'il y a de cause. Néanmoins, la description médicale retient 4 déformations principales: le cavus, l'adductus, le varus et l'équin. Le cavus, c'est lorsque l'arche du pied, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un trou à peu près, on va dire. Et le varus, c'est lorsque le pied est tourné vers l'intérieur, au lieu d'être normalement positionné. Voilà. Et lorsque vous regardez l'adductus, également, le pied, les 2 pieds se regardent à l'intérieur. Et pour l'équin, l'équin vient du mot équinisme. L'enfant, si on le laisse ainsi, il va marcher, les talons ne se posent pas au sol. C'est ça l'équin. Les pieds beaux, au dit des spécialistes, se traitent selon la technique de Ponseti, la norme internationale pour la prise en charge de cette pathologie. Lorsqu'un enfant vient avec le pied beau congénital, il faut d'abord faire la consultation préliminaire pour détecter que confirmer que c'est un pied beau congénital. Une fois que c'est confirmé, il y a ce que nous appelons le score de Pirani qu'on utilise pour évaluer la sévérité du pied. Ensuite, on va faire de la manipulation au fur et à mesure du pied pour l'amener dans la position normale au fur et à mesure. Et une fois qu'on a manipulé, on place des plâtres. Et ces plâtres-là sont placés de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, on change le plâtre et cela peut prendre pour un bébé en moyenne 4 à 6 plâtres, donc 4 à 6 semaines pour corriger la partie antérieure du pied. À côté de ce traitement, il y a la ténotomie, une technique médicale qui consiste à un rallongement du tendon d'Achille. Dans ce bloc opératoire, le petit Fatah subit cette petite chirurgie. Ça se fait à travers la peau et en quelque sorte, en mots simples, il s'agit de sectionner le tendon d'Achille, de faire un pansement et de replâtrer immédiatement pendant 3 semaines, de sorte que le tendon va se régénérer et s'allonger automatiquement. Après cette intervention, Fatah sera soumis au port de chaussures spéciales, les attelles d'abduction du pied. Une fois qu'on fait cette chirurgie du tendon d'Achille là, pour l'allonger parce qu'il est court, immédiatement, on fait un pansement et on place un dernier plâtre qui va durer pendant 3 semaines. Après ce dernier plâtre de 3 semaines maintenant, on l'enlève bien sûr ce plâtre et on va commencer à porter les attelles d'abduction à l'enfant. Et on va suivre l'enfant qui est venu bébé, par exemple à l'âge de 1 mois, on va le suivre jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 4 ou 5 ans, où il aura atteint l'âge de la maturité de la marche et on est sûr qu'il n'y aura pas de récidive du pied beau.
Parce que lorsqu'on ne maintient pas par les attelles, malheureusement, il y a beaucoup de cas de récidive. La maladie des pieds beaux n'est pas une fatalité, selon le docteur Oubda. Détectée tôt, elle peut être traitée définitivement. Et à ce jour, ce sont plus de 400 cas qui ont été détectés et traités au Burkina Faso, avec un taux de réussite de plus de 90%. Docteur Traoré, on vient de voir les traitements, quelques traitements dans ce reportage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les traitements disponibles dans notre pays par rapport à la prise en charge du pied beau? Okay. Merci madame. Il faut dire que il y a plusieurs types de traitements. Il y a 3 en gros en fait. Mais le traitement dans ces 3 types de traitements, celui qui a fait beaucoup plus de preuves et qui a moins de récidives et qui prouve vraiment qu'il y a beaucoup de succès, c'est la méthode de Ponseti. Mais sinon, à côté de cela aussi, vous avez des méthodes fonctionnelles, mais qui ont montré aussi leurs limites. Et il y a la méthode aussi chirurgicale, et c'est beaucoup plus complexe et adapté encore à d'autres types de pieds beaux, beaucoup plus complexes aussi. Voilà. Donc c'est 3 en gros, mais la méthode la plus usitée, sinon la plus utilisée, c'est la méthode de Ponseti. Mais c'est vrai que vous avez dit que c'est la méthode de Ponseti qui est le plus utilisée. Mais est-ce que parmi ces traitements-là, les traitements qui sont disponibles, je ne sais pas, à Ouaga, tout est focalisé à Ouaga ou alors dans les autres régions, on peut accéder à ce traitement? Merci beaucoup, madame. Alors, cela fait partie de l'un des principaux axes sur lesquels le programme Pied Beau s'appuie, c'est l'accès au traitement. L'accès au traitement, lorsque nous avons commencé en 2017, nous avions juste 2 centres de prise en charge formés par Hope Walks au Burkina Faso. Mais à ce jour, nous sommes présents dans 6 centres, donc, qui sont dans 6 régions du Burkina Faso. Et à long terme, nous visons atteindre les 13 régions du Burkina. Ces 6 centres sont le CHU Sourou Sanou de Bobo, avec Dr Traoré et le professeur Bandré. Et également, vous avez l'hôpital Chifra, qui est dans la région du centre au niveau de Ouagadougou. Et en dehors de ces 2-là, vous avez le centre Mourija de Kaya, qui est situé dans la région du centre-nord. Vous avez le CHR de Tenkodogo, qui est situé dans la région du centre-est. Vous avez également le centre Espoir de Fada, qui est situé dans la grande région de l'Est. Et vous avez la clinique Dr Sédogo, qui est située à Léo pour la partie centre-ouest du Burkina Faso. Mais nous visons vraiment atteindre les 13 régions avec le soutien de nos partenaires, avec le soutien du ministère de la Santé. Docteur Traoré, à partir de quel âge la prise en charge du pied beau donne de meilleurs résultats? Merci. Effectivement, pour la méthode de Ponseti, justement, on pourrait dire le plus tôt possible. Mais sachez qu'avant 6 mois, on a vraiment des très bons résultats. Le plus tôt possible, ce qui voudrait dire qu'à la naissance, si nous voyons l'enfant, ce serait vraiment très bien. Les premiers mois de vie, jusqu'à ce qu'on ait 6 mois, c'est encore bien. Un peu plus, mais 6 mois, disons que 6 mois, c'est vraiment l'idéal. On a des très bons résultats et donc je conseille à ce que les gens amènent les enfants plus tôt dans ce cadre-là. D'accord. Docteur Balima, qu'est-ce que la méthode de Ponseti? Merci madame. Alors la méthode Ponseti ou la technique de Ponseti, c'est du nom du médecin, du docteur Ponseti Ignacio, qui est un Américain, qui a mis au point donc cette technique de traitement du pied beau. Alors, comme le docteur Traoré le disait, il y a tant d'autres méthodes, mais c'est celle-là qui a vraiment fait ses preuves et qui est économique et qui est simple à enseigner et à pratiquer. Alors, il y a principalement dans sa réalisation, dans la réalisation de cette méthode-là, il y a 2 étapes principales. Et je pense que dans l'élément qui est passé, Dr Oubda est revenu là-dessus. Alors, la première étape, c'est la correction de la malformation. Quand on a présenté le pied beau, vous avez vu les différentes sortes de déformations du pied. Alors, donc, dans un premier temps, il va s'agir de manipuler pour corriger cette déformation-là. Progressivement, il y a le cavus. Voilà, le cavus, le pied qui est creux, on va le corriger dans un premier temps. Ensuite, l'adductus, le pied qui s'est retourné en dedans, on va le corriger. Ensuite, le varus, on va
le corriger. Lui, il se corrige automatiquement après avoir corrigé les deux premiers, le cavus et l'adductus. Et puis l'équinisme, le fait que le pied soit regarde vers le bas. Donc, on va manipuler, mettre les plâtres pour pouvoir à la fin aboutir à un pied corrigé. Bien sûr, moyennant ce qu'on appelle la ténotomie, qui est une petite intervention chirurgicale, la ténotomie percutanée, pour pouvoir corriger la dernière déformation qui est l'équinisme. Parce qu'en sectionnant ce tendon, ça va permettre de repositionner le pied dans la position normale. Voilà. Et l'étape suivante, importante que Ponseti a enseigné, c'est le maintien. Parce qu'on a corrigé le pied. Il est devenu plantigrade. Il s'appuie normalement. L'enfant marche normalement. Mais si l'on s'en tient là, le risque, c'est qu'en grandissant, la déformation va se reproduire. Et donc, il faut maintenir, il faut empêcher cela, jusqu'à ce que l'enfant ait un âge suffisant où cette déformation ne va plus se reproduire. Donc, c'est l'étape du maintien et ça se fait avec les attelles d'abduction. C'est des chaussures spéciales. Voilà, voici un exemplaire là. Donc, c'est des attelles d'abduction. Vous voyez que ça met les pieds en abduction. Donc, l'axe est porté vers latéralement. Voilà. Ça, l'enfant doit le porter et dans les 3 premiers mois, 23 heures sur 24. Quand la mère enlève, c'est juste pour nettoyer l'enfant. Et après, l'enfant reporte. Et puis, quand l'enfant devient un peu plus grand, après ces 3 mois-là, la mère va porter cela à l'enfant uniquement les nuits. Voilà, chaque nuit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est après ça que cela s'arrête. Voilà. Et à cet âge-là, on est certain que la récidive n'aura pas lieu. Donc c'est par là, on encourage les parents. Souvent les parents ne comprennent pas pourquoi le pied est corrigé et qu'il faut continuer de porter l'attelle. Alors il faut comprendre que c'est important de porter, sinon on va aboutir à une récidive de la déformation. Voilà. C'est vraiment contraignant. Ah oui. Docteur Oudao, comment évaluez-vous la progression du traitement du pied beau chez l'enfant? Alors, merci beaucoup, madame. Pour évaluer la sévérité d'un pied beau, il faut dire que nous utilisons la technique de Pirani, qui a été créée par le docteur Shafik Pirani, qui est un Canadien, qui a eu l'occasion de travailler avec le docteur Ponseti pour perfectionner en tout cas ce score-là. C'est vrai qu'il y a d'autres scores, mais qui sont un peu plus complexes et qui prennent beaucoup plus de temps à utiliser. Donc, dans un contexte de santé publique, c'est le score de Pirani. Et pratiquement, cela peut être fait par les agents de santé que nous avons formés, partant du médecin chirurgien jusqu'au kinésithérapeute, en passant par l'infirmier. Et ce score-là a 6 cotations. Il est divisé en 2. D'abord, vous avez le médio-pied qui contient 3 éléments et vous avez l'arrière-pied aussi qui contient 3 éléments. Pour ce qui concerne le médio-pied, on va d'abord évaluer avec notre modèle en plastique. Au niveau de l'arche du pied, on évalue ce qu'on appelle le sillon médian, c'est-à-dire la profondeur du creux qui se trouve au niveau de la plante du pied. Voilà. Après le sillon médian, on va évaluer ce qu'on appelle l'inclinaison du bord latéral, c'est-à-dire qu'on va utiliser un objet tout droit pour placer au niveau du talon et voir à quel point cela déborde du plan droit qui est ici. Donc ici, vous voyez que le pied déborde vers l'intérieur. Ça, c'est l'inclinaison du bord latéral. Et enfin, on va évaluer ce qu'on appelle la couverture de la tête du talus. Le talus, c'est un os qui est vraiment très important dans la prise en charge du pied beau. C'était ça le secret du docteur Ponseti. Et lorsque l'on regarde le modèle osseux ici présent, on voit bien la tête du talus où il y a la pointe rouge qui est là. Une fois qu'on repère la tête du talus là, il y a un score qu'on va faire selon que cette tête du talus peut être couverte facilement ou non. Et ça, c'est le score du médio-pied. Maintenant, concernant le score de l'arrière-pied, lui aussi, on va l'évaluer. Et on va l'évaluer en commençant par ce qu'on appelle le sillon postérieur. Et le sillon postérieur, je vais désadapter le modèle pour qu'il soit plus visible. Lorsqu'on regarde le pied de l'arrière, il y a un creux qui se situe juste au-dessus. Voilà, juste au-dessus du talon.
voilà, entre le talon et l'insertion du tendon d'Achille. Donc c'est ce creux-là qu'on va évaluer. Et après cela, il y a ce qu'on appelle la vacuité du talon. Et l'agent de santé va placer son doigt au niveau précisément du calcanéum, du talon du pied, pour évaluer la vacuité du talon. Et enfin, il y aura l'équinisme ou l'équin fixé qu'il va évaluer en essayant de voir s'il corrige un peu le pied, s'il peut le faire fléchir en dorsiflexion. Voilà. Et il y a des cotations qui vont de 0 à 0,50 et à 1 pour chaque élément cité. Le score le plus faible est de 0 pour un pied normal et le score le plus élevé est de 6 pour un pied beau sévère. Docteur Balima, vous avez parlé de ténotomie percutanée dans la méthode Ponseti. En quoi consiste cette ténotomie de façon pratique? Merci madame. Alors la ténotomie percutanée, c'est une petite intervention chirurgicale qui va consister à sectionner le tendon d'Achille. Voilà, parce que ce tendon d'Achille est court. Et c'est ça qui explique que le pied, il y a l'hyperflexion voilà, plantaire. Donc le pied est fléchi trop vers le bas. Donc en sectionnant, on va corriger cette déformation. Le pied va pouvoir se relever et on va le mettre en position et plâtrer, mettre le dernier plâtre, voilà, pour corriger cette anomalie. Alors, ça se fait, comme c'est une petite intervention chirurgicale, ça se fait dans les règles de l'asepsie, bien sûr, et ça peut se faire selon un mode anesthésique, par voie locale, ou bien ça peut se faire par anesthésie générale. Tout dépend de l'option que l'équipe va voilà, prendre. Et l'hospitalisation peut durer combien de jours? Non, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que l'enfant entre le jour de l'intervention et ressort le jour de l'intervention. Il n'y a pas d'hospitalisation proprement dit. Okay. Voilà. Docteur Traoré, quelle est la place du port d'attelle dans la prise en charge du pied beau? Merci madame. Effectivement, l'attelle vient en phase de maintien. Et donc en deuxième phase, et c'est une phase aussi qui est très importante parce que là, on parle de correction. Si vous avez entendu jusqu'à là, on n'a pas dit guérison, il y a une correction. Et ce qui veut dire que si on ne maintient pas, on va revenir en arrière. Donc ça veut dire la récidive. Donc du coup, la phase de maintien est tellement importante que voilà dont on vient de parler. Et cette phase de maintien a deux phases aussi. C'est la phase intensive dans les 3 premiers mois et ensuite la phase où ça sera maintenant apporter l'attelle au cours de la nuit pour les enfants. Pour ces enfants qui n'ont pas encore 5 ans, parce qu'il y aura aussi, peut-être on viendra plus tard, des enfants de plus grands où ce ne serait pas forcément les attelles, il y aurait peut-être encore d'autres choses qu'on pourrait utiliser comme les orthèses. Les orthèses, c'est encore pour toujours maintenir les pieds. C'est-à-dire, après correction, il faut maintenir. Si on ne maintient pas, on perd le bénéfice de tout ce qui a été fait. Donc, c'est vraiment très important. Du coup, on parle même de ces attelles avant même le traitement. En fait, au début du traitement, on s'entretient avec les parents sur toute la procédure et la phase de maintien, qui est une phase qui est très, très difficile pour les parents, qui est contraignante, comme vous avez dit au début, pour les parents. Donc, du coup, ça occupe une place tellement importante qu'on commence à en parler avant. Et c'est à cette phase-là qu'on peut avoir un résultat vraiment satisfaisant. Voilà, merci. Docteur Ouda. Merci beaucoup, madame. Alors, comme docteur Traoré le disait, la première phase de correction, elle dépend beaucoup plus des agents de santé. Parce que ce sont les agents de santé qui placent le plâtre et les parents ont à surveiller à la maison et une semaine après, ce plâtre-là est enlevé. Mais lorsqu'on passe au port des attelles, il faut dire que les rendez-vous vont commencer à s'espacer. On va donner par exemple un premier rendez-vous d'1 semaine pour contrôler si l'attelle convient à l'enfant et s'il n'y a pas de problème. Ensuite, on va donner un rendez-vous de 6 semaines. Et ensuite, lorsque les 3 premiers mois vont arriver et que tout va bien, on va passer à des rendez-vous de 3 mois. Et une fois que ce bébé aura atteint l'âge de 2 ans, il aura 2 ans de suivi, on va passer à des rendez-vous de 6 mois. Donc, à cette étape-là, le succès du traitement dépend beaucoup de l'implication des parents. Si à la maison, les parents ne portent pas l'attelle régulièrement, malheureusement, il y aura des récidives dans la plupart du cas. Et lorsqu'on le regarde techniquement, ces attelles, elles sont positionnées à des angles précis. Donc, docteur Balima parlait de l'abduction, qui est le contraire de l'adduction de la déformation du pied. Donc, nous avons 70 degrés
d'abduction au niveau de ces attelles-là. Et lorsque l'on les dépose aussi au sol, on va voir que la partie antérieure de l'attelle est soulevée et la partie postérieure est vers le bas, ce qui est le contraire de l'équinisme au niveau du pied-bot. Là, nous avons 10 à 15 degrés de dorsiflexion pour permettre vraiment une sorte de rééducation automatique du tendon d'Achille et du pied lorsqu'il est à l'intérieur de l'attelle. Donc l'attelle a des angles précis qui sont le contraire en réalité de la déformation du pied-bot pour vraiment maintenir le pied dans la correction idéale, comme le disait Dr Traoré. Merci. Docteur Traoré, est-ce que les complications peuvent apparaître pendant le traitement? Si oui, quelles sont ces complications? Oui, et merci madame. Effectivement, il y a des complications qui peuvent très bien survenir. Et ces complications, en fait, justement, c'est lié, ça peut être au moment des pauses même de plâtre. Donc ça peut être en ce moment les complications de compression sous plâtre. Et là, c'est vraiment, ça ne pardonne pas. Et une compression sous plâtre, ça peut aller jusqu'à même parfois une amputation de membres. Oh là là. Voilà. Donc à côté de cela, on a des lésions cutanées liées aussi au port à l'application de plâtre, donc de contention. On va jusqu'à parfois des lésions qui peuvent survenir. Ensuite, la deuxième phase, c'est surtout la phase de ténotomie, parce que si ça n'a pas été fait par quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui connaît bien l'anatomie, donc qui n'a pas été un médecin aussi, ça pourrait bien poser des problèmes, parce qu'on peut léser des vaisseaux et des nerfs. Là où est-ce qu'on sélectionne le tendon calcanéen ou tendon d'Achille, à ce niveau-là, on peut avoir des complications. Parce et que, après, oui. excusez-moi, il y a eu des cas où des cas d'intervention faits par d'autres personnes le personnel spécialisé? Oui, on en trouve des fois. Moi, dans l'équipe du professeur Bandré, là, on n'a pas eu de cas, mais il y a des cas quand même qui ont été rapportés. Voilà. Et donc, du coup, il faut savoir que ça existe. Et donc, quand on est... D'abord, il faut dire que le professeur Bandré, il faisait déjà la technique. Il s'occupait déjà des patients avant. Et ensuite, moi, je viens d'intégrer son équipe. Et puis, bon, on se fait maintenant aider par le programme. Donc, du coup, on n'a pas eu de cas particulièrement parce qu'il y a un groupe restreint. Mais il y a des cas quand même qui ont été rapportés. Donc, à côté des lésions vasculaires, on peut avoir aussi des situations, c'est en ambulatoire, on peut ne pas, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup on ne fait pas un bilan exhaustif à côté, mais on peut se retrouver devant une situation où l'enfant peut saigner un peu plus longtemps. Donc il y a une maladie constitutionnelle qui est en bas et on fait c'est une petite incision qu'on fait, mais ça peut saigner assez longtemps. Donc sous le plâtre, on va voir même une tache de sang. Donc c'est des complications qu'on peut voir aussi. Et à côté de cela, on peut aussi retrouver des complications comme des frottements avec l'attelle, l'utilisation de l'attelle, des frottements au niveau cutané. Et c'est voilà pourquoi est-ce qu'on demande, pour le confort du patient, en fait de l'enfant, qu'on puisse mettre des chaussettes avant de faire passer les attelles. Voilà. Donc un peu en gros des complications qu'on peut rencontrer. Dans la prise en charge. Oui. Ok, on va parler maintenant des conséquences d'un pied-bot non traité. Docteur Balima. Merci madame. Alors, le pied-bot non traité constitue un véritable handicap, un handicap à vie. Donc, j'ai bien suivi votre reportage et la mère expliquait que à la vue de son bébé, elle se demandait comment ce bébé allait marcher. Voilà, donc c'est un véritable handicap. Alors, vous savez que le pied, c'est par le pied que le poids du corps repose. Alors, au niveau du pied-bot, si ce n'est pas traité, le poids du corps va reposer sur le bord latéral ou même sur le dos du pied. Alors, la peau du dos du pied n'est pas faite pour cela. Et donc, ce qu'on va observer couramment, ça va être des douleurs, des blessures, des infections, des difficultés même pour marcher. Et à l'adolescence, à l'âge adulte, ce qu'on va observer aussi, c'est l'impact psychologique. Voilà, parce que ce serait l'âge pour la jeune fille de se marier. De la manière qu'elle marche, ça va poser un problème. Ou le jeune garçon, ça va poser un problème. Et l'impact économique aussi, parce que pour travailler, ça va être difficile. Donc, il y a suffisamment de conséquences liées à un pied-bot qui n'est pas traité. Docteur Traoré, dans les milieux traditionnels,
où les femmes ayant des enfants souffrant de pieds beaux sont traitées d'avoir enfreint à des règles sociétales. Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Merci madame. Effectivement, il y a des cas. Dans la majorité des cas, c'est vrai que les femmes ne rapportent pas beaucoup d'éléments, mais pour anecdote, on a quand même des cas qui ont été rapportés. Il y a comme une dame qui disait, était traitée d'être une mauvaise mère, voilà pourquoi est-ce que son enfant est né avec un pied beau. Voilà, on a des éléments comme ça. Ou des fois, il y a encore, par rapport à l'équipe, justement, il y avait une mère qui avait rapporté, disons, en demandant pour le suivi psychologique aussi. Elle était beaucoup renfermée, donc quand on voulait mieux savoir, c'était qu'elle était porteuse de génie. Voilà pourquoi est-ce que son enfant est venu avec des pieds beaux. Okay. Et un autre cas où là, c'était pratiquement toute la famille qui dit que c'est un grand-père qui était tellement grand lors de ses obsèques, lors de l'enterrement, il ne pouvait pas rentrer dans son cercueil, donc du coup, il fallait lui amputer les pieds. Et donc du coup, cet enfant qui est venu est la représentation du grand-père avec les membres en déformation comme ci. Voilà. Docteur, vous voulez compléter avec quelques exemples? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des familles où la femme ne doit même pas porter de pantalon parce que ça peut amener la femme enceinte à donner naissance à des enfants avec des pieds beaux. Exactement. Ce sont des superstitions, des croyances soit liées à la tradition, soit liées à nos croyances religieuses. Il y a des cas où on dit que lorsque la mère porte un pantalon, c'est pour cela que l'enfant naît avec le pied beau. Il y a cet autre cas aussi où une maman nous a rapporté qu'elle avait été accusée d'être responsable de la naissance de son enfant avec cette malformation du pied beau parce que dans leur tradition, lorsqu'une femme est enceinte, il y a un tabouret spécifique en bois qui est fabriqué et elle doit uniquement utiliser ce tabouret-là pour tout ce qu'elle fait. Et elle avait eu peut-être le malheur de s'asseoir sur la chaise en plastique. Et donc, à la naissance de l'enfant, on l'a accusé de n'avoir pas respecté la tradition. Il y a des cas aussi, par exemple, où on traite carrément l'enfant d'être un génie ou un démon. Et dans ces genres de cas-là, certaines familles refusent le traitement parce qu'on pense que si on traite les pieds de l'enfant, comme ce sont les ancêtres peut-être qui ont puni les parents parce qu'ils n'ont pas respecté un rite, si on commence à traiter les pieds de l'enfant, l'un des deux parents, en tout cas ou une personne importante dans la famille, risque de décéder parce que les ancêtres vont se venger sur eux. Donc il faut vraiment faire un travail d'accompagnement psychosocial pour un peu briser ce type de barrière-là. Et parlant de barrières, quelles sont les barrières limitant l'accès au traitement du pied beau? Alors, il faut dire que l'une des principales barrières, c'est la disponibilité, en tout cas, d'unités de prise en charge du pied beau qualifiées. Docteur Traoré en a parlé tout à l'heure des complications. Pour éviter les complications lors du traitement, nous essayons d'organiser chaque année une formation des agents de santé afin d'étoffer les équipes de prise en charge. Il faut être formé techniquement sur la technique de Ponseti avant de l'appliquer. Sinon, malheureusement, si vous n'êtes pas formé et que vous essayez de traiter, vous allez faire plus de mal en réalité et à l'enfant et à sa famille parce que le traitement va échouer et ils n'auront plus confiance en fait aux équipes de santé qui sont là. Donc pour les 6 centres de santé qui ont été, en tout cas, qui sont membres du moins de notre réseau Pied Beau, ils sont tous formés et nous assurons la qualité, en tout cas à travers des supervisions, pour que cela soit bien fait. En dehors de la disponibilité des centres de prise en charge, parce que nous sommes présents uniquement dans 6 régions du Burkina, c'est vrai qu'il y a d'autres centres qui traitent le pied beau et qui ne font pas partie de notre réseau, mais petit à petit, nous allons voir comment nous pouvons les intégrer. Secondairement, vous avez également les pesanteurs, en tout cas sociales, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Cela peut être un frein à l'accès au traitement. Ensuite, vous avez également le manque de sensibilisation. Parce que non seulement au niveau de la population en général, mais aussi au niveau de nous les agents de santé, parce qu'il faut commencer la critique par nous-mêmes. Très souvent, nous ne savons pas reconnaître ce qu'est un pied beau congénital. Donc, si nous allons vers les maternités, vers les sages-femmes, vers tous ceux qui sont en tout cas en première ligne lors du suivi de la grossesse et de la naissance de l'enfant, nous pouvons facilement identifier le pied beau et le référer vers une structure de prise en charge. Donc, l'un dans l'autre, ces différents éléments-là peuvent être des barrières à l'accès au traitement de qualité pour un enfant qui naît avec le pied beau et également pour sa famille.
Et qui est qualifié pour traiter le pied beau congénital, docteur Traoré? Merci, Madame Dao. Bon, pour le dire, c'est d'abord une équipe. Et une équipe, d'abord, ça pourrait être un chirurgien pédiatrique, ça peut être un chirurgien général qui a été formé pour la prise en charge. Ça peut être tout médecin qui a été formé vraiment pour la prise en charge du pied beau. Et maintenant, ça pourrait même être le personnel paramédical qui nous accompagne aussi. Ils interviennent pour la prise en charge. Mais principalement, vous avez à la tête les médecins, donc les chirurgiens pédiatriques qui sont déjà formés pour. Vous avez les autres médecins, comme on vient de dire déjà. Mais c'est une équipe vraiment pour pouvoir prendre en charge. Okay. Une unité de prise en charge, docteur Balima. L'unité, elle est composée. Voilà, donc je pense que pour une structure sanitaire qui veut prendre en charge donc les pieds beaux, alors il faut mettre en place une unité. Et dans cette unité, bien sûr, il y a les ressources humaines qu'il faut rendre disponibles. Et comme Dr Traoré disait, ces ressources humaines-là comprennent bien sûr les médecins, les infirmiers, voilà, et les kinésithérapeutes, voilà, et les conseillers aussi, les conseillers parentaux. Voilà. Dans le dispositif, il faut les conseillers parentaux parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de pesanteurs socio-culturels et donc si on n'accompagne pas les parents, souvent on peut ne pas aboutir. Voilà. Et bien sûr, il y a les autres aspects, les infrastructures, les consommables qu'il faut pouvoir rendre disponibles pour faire fonctionner donc cette unité-là. Voilà. Nous découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrepego. Madame Nathalie Kabouré est à Koudougou, elle a plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'on dit que le pied beau est héréditaire? Quelles sont les conséquences à long terme du pied beau pour un enfant s'il n'est pas pris en charge? Quels sont les risques de récidive qui sont pour les enfants qui ont reçu une correction? Quels conseils pour les parents? Et la question du coût de la prise en charge. Madame Lompo Zénab a appelé de Ouagadougou. Elle a constaté que dans les familles de chasseurs, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des pieds beaux et on dit que c'est dû à des interdits transgressés ou à des causes mystiques. Pourquoi vous qui êtes des spécialistes, vous n'explorez pas ce domaine-là avec des sociologues ou autres pour permettre une meilleure prise en charge du pied beau au Burkina Faso? Monsieur Adama Koroma nous suit à Bobo Dioulasso. Son enfant a plus d'1 an et il souffre de pieds beaux. Est-ce possible pour eux de le soigner et quels sont les coûts? La question du coût est revenue plusieurs fois. Madame Sédougou est à Ouagadougou et en suivant le reportage, elle constate que la prise en charge est longue. Qu'en est-il des coûts? Le docteur Oubda parle de 90% de réussite des cas pris en charge. Est-ce que tous les parents arrivent à tenir sur la durée? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Monsieur Kambiré Sansan nous suit depuis Midebdo. Un de ses enfants souffre de pieds beaux. Malheureusement, cela n'a pas été détecté très tôt et aujourd'hui l'enfant a 2 ans. Est-ce qu'il peut espérer une prise en charge à Léo par exemple? Et quels sont les coûts? Est-ce qu'à 2 ans, il y a de l'espoir pour que son enfant soit soigné et que l'enfant guérisse? Voilà. Madame Euphrasie Sommet nous a appelé de Gawa. Un de ses neveux souffre de pieds beaux. Il a 11 mois et quand on le douche, il pleure dès qu'on touche son pied. Est-ce que cela veut dire que c'est douloureux? Elle pose la question au regard des pleurs de l'enfant chaque fois qu'on touche ses pieds. Monsieur Elola Bichou est à Rimkieta à Ouagadougou. Il est professionnel orthopédique et il a 2 questions. Pourquoi le Centre national d'appareillage orthopédique du Burkina Faso n'est pas associé à la prise en charge du pied beau en ce moment? Il aimerait que vous reveniez sur la méthode de pyramide. Madame Germaine Koulibaly à Ouagadougou a une question. Est-ce qu'on peut guérir complètement du pied beau? Monsieur Kabouré, lui, nous suit également à Ouagadougou. Sa fille de 8 ans
souffre de pieds beaux. Elle a été prise en charge il y a à peu près 3 ans dans une clinique, mais aujourd'hui, son talon gauche ne touche pas le sol. Quand elle pose le pied, le talon gauche ne peut pas toucher le sol. Est-ce que cela, c'est le signe d'une récidive du pied beau? Est-ce qu'on peut toujours prendre en charge cette fille de 8 ans là? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Nathalie Kaboré nous appelle de Koudougou. Donc, pourquoi dit-on que le pied beau est héréditaire? Docteur Traoré. Merci. C'est vrai que sur cet aspect d'hérédité, un caractère héréditaire, bon, docteur Balima était un peu revenu là-dessus. Effectivement, on a retrouvé qu'il y a eu des études qui ont retrouvé que 2 papiers, même 2 articles qui évoquaient justement cet aspect-là, qu'il y a une note héréditaire là-dessus. Et une note héréditaire, on peut même dire encore, à moindre degré, c'est plutôt une note familiale. Peut-être en disant qu'il y a une famille, il y a un enfant, en fait, il y a la mère ou il y a le père qui a un pied beau, et il y a un enfant dans la famille qui aura un pied beau. Surtout les cas idiopathiques. Très souvent, c'est dans les cas idiopathiques qu'il y a une note héréditaire. Donc voilà, il n'y a pas, je pense qu'on n'a pas encore identifié de gènes particulièrement, mais il y a de fortes suspicions d'hérédité liées là-dessus. Oui. Les conséquences à long terme et les risques de récidive des enfants qui ont reçu une correction. Quel conseil pour les parents? Docteur Balima. Alors, je pense que j'ai un peu insisté pour dire que dans la méthode Ponseti, il y a 2 étapes: corriger, maintenir, et cela dans une durée. Et malheureusement, généralement, l'étape de correction peut être relativement bien suivie par les parents parce qu'ils voient les résultats dans la correction du pied. Et c'est la joie dans la famille. Mais quand on finit cette étape et que le pied est redevenu normal, bon, pour les parents, ils ne voient plus le besoin de continuer avec le maintien, notamment le port des attelles, qui doivent se poursuivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Voilà. Et donc, c'est dans cette période-là, malheureusement, que la récidive va survenir parce que les consignes ne sont pas respectées. Les rendez-vous, Dr Ouda a parlé qu'il y a des rendez-vous tous les 6 mois que la mère doit revenir pour qu'on regarde est-ce qu'il faut changer, il faut pour... Voilà. Donc, si ça demande donc l'implication des parents pour qu'il y ait un résultat, il ne s'agit pas de la responsabilité seulement du praticien, mais les parents ont un rôle important. Et c'est pourquoi le conseiller parental dont on parlait tantôt a un rôle important, parce que c'est lui qui va retrouver là où sont les familles, quelle est la difficulté qu'elle a, pour pouvoir assurer que le traitement sera mené jusqu'au bout. C'est ça qui est gage vraiment d'un résultat. Sinon, on n'est pas à l'abri des récidives, malheureusement. Voilà. La question du coût. Merci Docteur Ouda. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, il faut dire que la technique de Ponseti telle que nous l'utilisons chez les enfants de moins de 2 ans, et comme Dr Traoré le disait, ceux qui sont détectés le plus tôt possible, cela coûte en moyenne 150 000 francs à 200 000 francs CFA. C'est la méthode la moins onéreuse et la plus efficace, avec 90 à 95% de succès lorsqu'on suit toutes les étapes jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Maintenant, les autres techniques, par exemple les techniques chirurgicales, sont beaucoup plus onéreuses. Et malheureusement, nous ne prenons pas en charge ces techniques-là parce que nous voulons vraiment favoriser la détection précoce. Dans les pays occidentaux ou américains, vous verrez par exemple que vous ne verrez pas un enfant de 2 mois ou 3 mois avec le pied beau. Parce que dès la naissance, soit le jour même de la naissance ou le lendemain, la prise en charge est déjà effective. Parce que dans tous les hôpitaux, ils ont des réseaux qui sont déjà prêts. Mais nous, malheureusement, nous n'avons pas assez de réseaux peut-être, et nous n'avons pas assez de capacité de détecter et de référer le pied beau, si bien que les parents ont à parcourir de longues distances. Donc, en plus du coût de la prise en charge, vous avez aussi le coût du transport pour les familles.
parce que certains sont obligés de faire 200, 300 km pour rejoindre l'unité de prise en charge du pied-beau. Donc, il y a le coût pour les familles. Il y a le coût également du logement, parce que certains doivent rester pour la période du plâtrage à côté du centre de traitement pour qu'on puisse rapidement détecter les complications et les prendre en charge. Donc, tous ces coûts-là peuvent jouer en tout cas sur la prise en charge du pied-beau. Mais nous assurons au niveau du programme, avec nos 6 centres partenaires-là, la prise en charge du traitement qui coûte en moyenne 150 000 à 200 000 francs à travers la fourniture des consommables, à travers la formation et à travers également un accompagnement spécifique. Donc, Madame Lompo Zénab, elle est l'appelée de Ouaga. Elle a constaté que c'est dans les familles de chasseurs qu'il y a beaucoup de pieds-beaux. On dit que c'est dû à des interdits transgressés ou à des causes mystiques. Docteur Balima. Bon, je pense que ça... Oui, voilà, merci madame. Voilà, moi, ça me fait sourire parce que je pense dans la cohorte que nous avons depuis que le professeur Bandré suivait, depuis que je l'ai rejoint dans son équipe, nous n'avons pas encore eu de famille de chasseurs même d'abord. Voilà. Donc du coup, si c'est dans ces familles qu'on a beaucoup... la question, si les grands-parents étaient des chasseurs, parce que souvent ça peut ne pas être le parent direct, ça peut être les grands-parents, donc les conséquences... Peut-être bien, mais ça n'a aucun rapport. Bon, je pense que ce n'est que des éléments de superstition par rapport à nos traditions et tout. Mais si même c'était le cas, on a quand même dans nos cohortes, on va un peu loin quand même de savoir. En fait, les questions sont assez pointues quand même. On aurait quand même un peu plus de cas de... Ça les ressortit quand même. Bon, peut-être que c'est un constat de leur part, mais pas de ce que nous constate à l'hôpital. Okay. Docteur, vous devez compléter. Oui, tout à fait. Il faut dire que peut-être que ce constat a été fait dans une zone particulière où l'activité majeure de la population, c'est la chasse. Sinon, par exemple, lorsque les parents viennent, il y a des questionnaires que nous leur soumettons avec les conseillers et avec les équipes médicales pour savoir s'il y a déjà eu des cas de pied-beau dans la famille et quel est le membre de la famille en fait qui a porté le pied-beau. Donc, on remonte souvent même jusqu'aux grands-parents. Mais dans ces cohortes-là, il n'y a pas en fait un corps de métier spécifique qui est atteint par le pied-beau. Tous les corps de métier sont touchés. En partant même des médecins, les cultivateurs, les ménagères, les professionnels d'autres métiers, tout le monde est touché. Maintenant, par rapport au côté sociologique, il faut dire que HopeWorks fait partie en fait du Global Club Foot Initiative qui regroupe en réalité tous les leaders mondiaux qui interviennent dans le domaine du pied-beau. Et il y a des enquêtes qui sont faites au niveau sociétal en passant bien sûr par la prise en charge de ces enfants-là. Dans certains questionnaires de nos dossiers médicaux, il y a ces aspects sociaux-là qui sont abordés, qui nous permettent de faire des études et de proposer en tout cas des prises en charge adaptées. Et ce sont ces enquêtes sociétales qui ont permis de greffer en réalité l'équipe des conseillers parentaux à l'équipe médicale. Donc dans chaque unité de prise en charge, il y a un conseiller parental qui peut expliquer aux parents avec des mots simples pour qu'ils comprennent ce que nous, médecins ou agents de santé, ne pouvons pas faire forcément. Et ils vont faire le lien social entre les familles et les centres de prise en charge du pied-beau pour qu'il y ait moins d'abandon, parce que le traitement est long. Merci. Ok, cela répond à la deuxième partie de la question, des questions de Madame Lompo. Docteur Traoré, un enfant de plus d'1 an souffre de pied-beau. Donc, c'est Adama Koroma, donc son enfant de plus d'1 an souffre de pied-beau. Est-ce possible pour eux de le soigner? Où? Et puis à quel coût la question du coup revient toujours. Vous êtes à Bobo, donc la question vous est destinée logiquement. Merci. Voilà, donc il peut toujours, le centre, en fait, je veux dire, la clinique déjà organise, c'est tous les mercredis qu'on rencontre les enfants. Et il n'y a même pas de rendez-vous pour les anomalies du pied. Tous les mercredis matin, il n'y a même pas de rendez-vous, ils viennent tous. Voilà. Donc du coup, c'est accessible. Il a 2 ans, c'est toujours possible. De plus d'1 an. De plus d'1 an. Pas 2 ans. Voilà, de plus d'1 an, c'est toujours possible de le prendre en charge. Donc, et la réduction des frais, c'est-à-dire déjà les consommables qui sont donnés, là, ils n'ont rien à payer. Et en plus, dans la politique de gratuité des soins, ils sont pris en consultation sans rien payer. Donc du coup, c'est vraiment c'est la porte ouverte. Tout ça, c'est pour pouvoir les permettre de pouvoir venir facilement. Et vous n'êtes plus qu'on rencontre des enfants encore avec
ces pathologies encore. Voilà. Donc, il peut venir. Il y a Madame Sédougo, donc elle a constaté que la prise en charge est longue, donc le coût revient, donc et Dr Oubda, vous avez parlé de 90% de réussite des traitements. Est-ce que tous les parents arrivent à tenir sur la durée? Donc c'est la question qui revient. La difficulté majeure, c'est la longueur du traitement, le maintien pour conserver les acquis. Oui. Cela est très important. Merci beaucoup, madame. Peut-être, avant de répondre à cette question, je pourrais donner plus de précisions par rapport à l'unité de prise en charge à Bobo. C'est au niveau du service de chirurgie pédiatrique. Donc, monsieur Adama peut s'approcher de l'unité du professeur Bandré avec le docteur Traoré et le conseiller Piebo également. Ils vont être accueillis à bras ouverts et avec grand sourire. Je pense que peut-être il y en a à Léo aussi. Oui. Il y a un auditeur. Oui, il y a une question. Une question qui va venir. Léo aussi. Oui. Exactement. Voilà. Oui. L'adresse est Léo aussi. De Léo. Voilà. Donc, ça va Donc venir. la personne, ok, ça, après ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, la prise en charge, elle est longue. C'est pour cela que nous avons constaté qu'il faut la présence des conseillers parentaux. Et ces conseillers parentaux-là, lorsqu'on va donner des rendez-vous espacés aux parents, ils vont se charger de téléphoner à ces parents pour leur rappeler les dates de leur rendez-vous. Ah tiens, bonjour papa, comment va les pieds de votre enfant? Est-ce qu'il porte bien son attelle? Votre rendez-vous c'est dans 1 semaine, c'est dans 2 semaines, parce qu'on peut facilement oublier. Et également, ils ont la possibilité de rendre visite à domicile à ces parents, à ces patients-là, pour renforcer leur confiance par rapport au traitement. Et en plus de cela, il faut constater que plus nous faisons preuve de solidarité envers nous en Afrique, plus il y a un certain lien qui se crée. Et donc, ça renforce la confiance et ça évite les récidives. Donc, ce dispositif d'espacement des rendez-vous et également ce dispositif de présence des conseillers va permettre d'éviter qu'il y ait des abandons au cours du traitement. Malheureusement, il y a néanmoins des cas d'abandon. Par exemple, des familles qui doivent quitter le Burkina Faso pour aller dans une autre localité et résider là-bas. Ils peuvent abandonner le traitement. Ceux qui parcourent les longues distances, comme vous le disiez, qui ont 300, 400, 500 km, peuvent abandonner le traitement à un certain moment donné à cause de ce coût-là. Et également, ceux qui ont des familles assez larges, qui sont par exemple des cultivateurs, on constate que lors de la saison des pluies, lorsqu'on donne des rendez-vous, c'est très difficile pour ces familles-là de se déplacer et venir. Parce qu'il faut cultiver le champ, il faut nourrir les autres membres de la famille. Mais nous essayons toujours de parler avec les parents, de trouver un terrain d'entente pour qu'il n'y ait pas d'abandon du traitement. Mais c'est surtout pendant la période des attelles que le risque d'abandon est beaucoup plus élevé. Mais nous travaillons là-dessus avec l'équipe médicale et surtout les conseillers parentaux. D'accord. À la question de M. Kambiré, donc lui c'est par rapport à son enfant de 2 ans, donc le diagnostic n'a pas été établi rapidement, donc il demande est-ce qu'à Léo il peut avoir une prise en charge pour son enfant? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il guérisse? Oui, en fait c'est toujours possible. Voilà, c'est toujours possible. Je pense qu'il y a une clinique de prise en charge à Léo. Et donc, la clinique du docteur Sédougo, voilà. Donc, notre téléspectateur peut se rendre là-bas, à la clinique du docteur Sédougo à Léo, et il va pouvoir bénéficier donc d'une prise en charge. Okay. Ils vont examiner l'enfant et établir un diagnostic, certainement, et lui proposer quelque chose. À la clinique du docteur Sédougo, il n'aura pas à dépenser? Non, puisque le programme Piebo, comme le docteur Oubda le disait, fournit un certain nombre de consommables dans le but donc d'amoindrir le coût de la prise en charge. Voilà, donc il y a une contribution du programme de Piebo. Maintenant, il y a d'autres coûts, bien sûr, que la famille doit supporter, les déplacements, etc. Bon, voilà. Donc, mais il y a un effort qui est fait pour amoindrir ce coût-là. Voilà. Et au niveau de Léo, il faut préciser que c'est chaque jeudi que l'équipe de Léo reçoit les enfants qui sont atteints du Piebo. Donc, Monsieur Kambiré peut se rendre à la clinique Sédougo le jeudi matin, rencontrer l'équipe qui est dirigée par le docteur Tiendro Beogo. Il y a le conseiller également, qui est Monsieur Nia. Ils vont les recevoir et ils vont commencer la prise en charge. Ils n'auront pas à payer un coût particulier parce que avant de commencer la prise en charge là, nous faisons un partenariat avec la structure de santé en question
et nous nous entendons sur les modalités. Parce que le plus important, c'est de favoriser l'accès au traitement. Et il faut dire que peut-être Léo est juste la dernière clinique pied-beau à avoir intégré notre réseau, parce que c'est au mois de février-mars que nous avons pu intégrer la clinique pied-beau de Léo, et les activités ont commencé plus précisément au mois de mai. Ce qui peut expliquer peut-être que son enfant atteint 2 ans avant d'avoir accès au traitement. Il y a Madame Sommet, un de ses neveux souffre de pied-beau, il a 11 mois. Quand on le lave, il pleure. Dès qu'on touche son pied, est-ce douloureux pour les enfants? Elle pose également la question des pleurs de l'enfant quand on touche son pied. Est-ce que c'est... Et pourtant, on dit que ce n'est pas douloureux. Mais quand on touche au pied de l'enfant, lui, il pleure. Docteur Traoré, merci beaucoup, Madame Dao. C'est Gawa. Et effectivement, on a des... Gawa. Oui, voilà. Et dans notre cohorte, il y a des patients qui viennent de Gawa aussi. Je pense qu'il peut d'abord, il faudrait bien qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse faire d'abord le diagnostic, que vraiment que ce soit un pied beau. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose sur cet aspect-là, le pied beau, il n'est pas douloureux. Le pied beau, à cet âge-là, et peut-être bien que l'enfant a commencé à marcher, je ne sais pas, mais il n'est pas douloureux. Voilà, il ne deviendra douloureux que lorsque l'enfant il est déjà en charge, donc il commence à marcher, et s'il marche et qu'il marche sur le bord, le dos du pied, et là ça peut être douloureux. Mais sinon, juste toucher le pied, ça n'est pas du tout douloureux. Il n'y a vraiment pas de souci sur cet aspect-là. Donc ils peuvent très bien venir, on peut établir le diagnostic et puis on pourra très bien l'orienter. Je voulais juste rebondir sur un aspect aussi. On parlait de guérison. Il faut parler de correction des déformations qu'on voit. Voilà. Donc on ne parle pas de guérison, mais de correction. Voilà. Et donc ces corrections-là pourront être vraiment assez pérennes si tout est bien suivi. Parce que voilà, on revient sur cet aspect où les parents, juste après 2-3 séances de plâtre, vraiment ils sont satisfaits parce qu'un pied qui part de son appui sur les bords latéraux, sinon sur le dos du pied, à un pied qui devient presque plantigrade, les parents se disent non, c'est fini. Voilà, alors qu'on n'a même pas encore corrigé la dernière correction, en fait la dernière déformation qui est l'équinisme. Donc parfois ils se disent c'est déjà bon. Et là on ne suit plus le reste de traitement. Et là, on n'aura pas une correction définitive et les récidives aussi seront très très fréquentes. Docteur Oubda, pourquoi le Centre national d'appareillage orthopédique n'est pas associé à la prise en charge du pied-beau? Merci beaucoup, madame. La question de M. Elola. Monsieur Elola, oui. Il faut dire que le Centre national d'appareillage orthopédique n'est pas associé, c'est un peu trop dire. Parce que lorsque le partenaire Opolx a voulu s'installer au Burkina Faso, ils font un peu ce qu'on appelle un sondage. Ils visitent un peu les potentiels partenaires avant peut-être de faire un choix. Et malheureusement, c'est difficile d'avoir 2 unités de traitement dans une même région parce que cela va entraîner une déperdition. Et lorsque nous voulons, par exemple, faire un partenariat avec un hôpital, il y a certains critères. Il y a des quotas de nombre de patients à pouvoir atteindre pour que nous puissions faire l'accompagnement. Donc, si nous avons 2 centres dans la même région, les 2 centres vont se marcher un peu sur les pieds. Quand cela ne tienne, le CNAOB est un partenaire, on peut le dire, parce que vous avez des enfants qui ont le pied beau et au cours du suivi, il y a d'autres types de pathologies du pied qui peuvent venir se greffer. L'enfant, en grandissant et en marchant, peut avoir par exemple les pieds plats. Et lorsque c'est le cas, nous les référons au CNAOB pour qu'ils puissent faire des chaussures avec des orthèses pour corriger ces pieds plats-là. Donc le CNAOB est bel et bien un partenaire. Voilà. Docteur Balima, c'est toujours M. Elola qui veut qu'on revienne sur la méthode de pyramide. Voilà, ça c'est le score pour l'évaluation de la correction. Est-ce qu'on progresse dans la correction? En ce moment, on utilise donc le score de Pirani. C'est ce que le docteur Oubda a expliqué. Sinon, pour le traitement, c'est la méthode de Ponseti, la technique de Ponseti. D'accord. Voilà. Donc, on a sûrement mal. Donc, revenez sur le calcul. Le score de Pirani. Voilà. Il faut dire qu'il y a 2 scores qui sont principalement retenus, mais le score de Pirani est le plus facile à pratiquer et le plus répandu. Il y a le score de Demeglio aussi, mais là, vraiment, il faut mesurer les angles et c'est un peu beaucoup plus complexe. Et ça prend du temps. Si vous avez 20 enfants à traiter, si vous voulez faire le score de Demeglio, vous allez y passer toute la journée. Donc, le score de Pirani, il est divisé en 2 parties. Le score du médio-pied
et le score de l'arrière-pied. Le score du médio-pied, c'est coté de 0 à 3. Le score de l'arrière-pied aussi est coté de 0 à 3. Et dans le médio-pied, il y a 3 éléments qu'on va évaluer. Vous avez le sillon médian au niveau de la partie de l'arche du pied qui est creuse, qu'on va évaluer. On va lui donner un score de 0, 0,50 ou 1 en fonction de la sévérité ou de la non-sévérité de ce sillon-là. Vous avez l'inclinaison du bord latéral que l'on peut évaluer en plaçant un stylo ou une règle au niveau de la partie du calcanéum ou du talon, voilà, en observant l'écartement de l'avant-pied par rapport à cette ligne droite-là. Et là aussi, on va donner un score de 0, 0,50 ou 1 en fonction de l'écartement qu'on observe. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la couverture de la tête du talus. Donc le talus qui est l'os qu'on va repérer, l'os pivot, qui permet de faire la prise en charge du pied-bot. C'était le secret de Ponseti, comme je le disais. Une fois qu'on a identifié le talus et sa tête, tout le traitement tourne autour de cela. Donc, on va évaluer également la tête du talus. On lui donne un score de 0, 0,50 ou 1 en fonction du fait qu'il se couvre totalement, il se couvre à moitié ou il ne se couvre pas du tout. Voilà. Et maintenant, vous avez l'arrière-pied où on va évaluer le sillon postérieur, voilà, juste au-dessus du talon, voilà, vers l'insertion du tendon d'Achille là, voilà. On va évaluer ce sillon postérieur là aussi, lui donner un score de 0, 0,50 ou 1 en fonction de la sévérité. On va évaluer la vacuité du talon en essayant de toucher avec l'index, voilà, à 45 degrés à peu près, si on peut arriver à palper l'os calcanéum juste en dessous de la peau ou pas. Et en fonction de cette profondeur, on donne un score de 0, 0,50 ou 1 également. Et il y a enfin l'équin fixé, où on essaie de corriger le pied et de l'amener en dorsiflexion. Voilà. Si on atteint pas du tout 90 degrés, là c'est un score de 1. Si on atteint 90 degrés de dorsiflexion, c'est un score de 0,50. Et si on dépasse en tout cas les 90 degrés, là c'est un score de 0 parce que le pied est normal et fonctionnel. Et on totalise ce score-là. À chaque rendez-vous, il faut faire le score de Pirani pour voir l'évolution. Mais chez un enfant qui est beaucoup plus grand et qui marche, il y a d'autres choses aussi qu'on va regarder, notamment la fonctionnalité du pied lors de la marche. Merci beaucoup. Allez-y. Ce score, tout comme le score de Di Meglio, justement, tout ça, c'est pour pouvoir apprécier la gravité déjà, les éléments de gravité qu'on a. Et ensuite, ça va permettre d'apprécier les éléments de suivi. Pour se dire, ben voilà, ça, on part d'un score plus élevé qui est mauvais, à un score de plus en plus bas jusqu'à avoir un 0. Voilà. Donc l'objectif de ces scores, c'est ça. Voilà. Et ça intervient dans l'indication de la ténotomie. C'est-à-dire que ça permet de préciser que c'est le moment de faire la petite intervention chirurgicale en fonction des données de la cotation. Voilà. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Okay. Il y a Madame Kaboré qui à Ouaga, sa fille de 8 ans souffre de pied-bot. Elle a été prise en charge, ça vaut 3 ans, mais aujourd'hui son talon gauche ne peut pas toucher le sol. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Docteur Traoré. Merci beaucoup, madame. Et effectivement, avoir le talon qui ne touche pas, c'est un signe de récidive, ça. Voilà. Un signe de récidive. Donc, du coup, s'il y a 3 ans que l'enfant a été pris en charge, ce qui voudrait dire que l'enfant a été pris en charge un peu tard. Ça, c'est 1. Et de 2, tard, ça veut dire que l'enfant a 5 ans à peu près. Donc, il y aurait eu certainement soit des attelles d'abduction ou encore des orthèses. Est-ce que ça a été suivi dans ce sens-là? Bon, j'exhorte que la dame puisse faire venir l'enfant, s'ils sont à Ouaga, de prendre en tâche. C'est monsieur Kabou. Ah, oui, mais cela veut dire qu'on peut encore recommencer. On peut encore recommencer. On peut rattraper encore les corrections. Oui, on peut toujours rattraper. Parce que vous avez dit on ne guérit pas, mais on corrige. On corrige toutes les déformations. Donc, tout dépend en fait de la technique qui a été utilisée dans le centre où ils sont allés. Si ça a été par exemple une technique chirurgicale directement, souvent la prise en charge peut être un peu plus complexe. Mais si c'est la technique de Ponseti qui a été utilisée, bon, on peut toujours essayer de rattraper cela. Donc s'ils sont à Ouaga, ils peuvent venir vers nous, par exemple au niveau de l'hôpital Chifra, c'est chaque mercredi matin. Nous allons examiner l'enfant et voir ce qui peut être fait. S'il faut le référer à un chirurgien pédiatre ou un chirurgien orthopédiste pour une méthode un peu plus chirurgicale, parce que l'enfant a 8 ans quand même, nous allons voir ce qui est faisable. Voilà.
Donc, il y a Madame Sanou qui a Bobo. Elle veut savoir les effets secondaires de tous ces traitements. Est-ce que les pieds soignés peuvent retrouver leur vigueur par rapport à un enfant né sans malformation? Merci, madame. Bon, l'enfant ne pourra pas... Il y a toujours ce petit élément-là qu'on va observer. Si c'était un pied, si c'était qu'un seul pied, on va sentir qu'il y a le mollet qui est un peu plus petit de ce côté-là par rapport à l'autre côté. On peut sentir. Bon, ça peut passer presque minime, mais ça peut se voir un peu quand même. On peut aussi voir une faiblesse aussi à ce niveau. On peut bien ressentir. Mais une faiblesse, on va aller sur les éléments qu'on peut retrouver. Au niveau de l'orteil, on peut avoir une petite déformation qui se rapproche un peu de la déformation initiale, qu'on appelle un métatarsus varus, qui ramène le gros orteil un peu à l'intérieur. Et tout ça encore, ça peut se corriger si ces choses-là, avec les orteils, ça peut encore corriger. Donc les orteils, je ne sais pas l'enfant à quel âge, les orteils, ça peut toujours corriger ces aspects-là. Les faiblesses, on peut faire des renforcements musculaires parce qu'il y a la physiothérapie aussi. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut rattraper, mais l'enfant ne sera pas forcément comme un enfant normal, mais les déformations vont disparaître et seront pratiquement, ça ne sera pas zéro, mais ça va se rapprocher de cela. D'accord. Voilà. Il y a la question de Mme Ouedraogo. Quelle est la probabilité que la malformation touche un seul pied? Docteur Balima. Il faut dire que c'est... Je n'ai pas de statistiques pour la... Peut-être docteur Oumda. Oui. Il faut dire que la probabilité que la malformation touche un pied est de 50%. Et dans l'autre moitié des cas, c'est les deux pieds. Sur 100 enfants qui vont naître avec le pied beau, il y aura 50 unilatérales et 50 bilatérales. Et également, il y avait une question qui demandait si on peut guérir complètement du pied beau. Je peux le dire oui, si on suit le traitement jusqu'au bout. Jusqu'à l'âge de 5 ans, si l'enfant est bien suivi, on peut dire que l'enfant est guéri du pied beau. Mais il y a certains enfants qu'il faut continuer à suivre, comme Dr Traoré l'a dit, si on constate qu'il y a quelques petites conditions médicales à corriger. Vous avez des enfants qui sont devenus des grands sportifs aujourd'hui, qui ont été traités du pied beau, des coureurs de marathon par exemple. Voilà. D'accord. Est-ce que la génésie tibiale est-elle une forme de pied beau? Ça, c'est la question de Mme Emma depuis Moctedo. Docteur Traoré. Merci, Madame Dao. La génésie tibiale, c'est une des anomalies qui peut accompagner le pied beau. Sinon, ce n'est pas un pied beau. Ce n'est pas un pied beau. Voilà. Est-ce que cette malformation peut être traitée au Burkina? Si oui, quel pourcentage de réussite? Très bien. On peut très bien aussi traiter. On est des chirurgiens pédiatriques. Il y a des méthodes chirurgicales aussi pour pouvoir traiter tout ça avec des transferts comment on appelle ça, de la fibula, qui est l'os qui est juste à côté du tibia. Voilà, on peut très bien prendre en charge ces cas-là. Voilà. Au cas où la malformation touche un seul pied, quelles sont les difficultés liées au traitement chirurgical? Merci beaucoup, madame. En réalité, lorsque la malformation touche un pied, c'est le même type de traitement, la technique de Ponseti. Et la technique de Ponseti n'est pas forcément chirurgicale en réalité. La chirurgie intervient à un moment donné. Voilà. Donc c'est le même type de traitement qu'un pied beau bilatéral, c'est le même type d'attelle, c'est le même type de suivi, la technique de Ponseti. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, en termes de statistiques, habituellement, un enfant sur 10 peut ne pas recourir à la ténotomie. Donc ça veut dire que c'est dans les 9 cas sur 10 qu'on va recourir à l'intervention, la petite intervention. Donc vous avez au moins un enfant souvent qui n'en a pas besoin. Après les manipulations, le plâtrage, la correction est déjà, j'allais dire, parfaite et il faut juste faire le maintien et voilà. Surveiller. Avec le port d'attelle. Voilà. Ok, c'était la dernière question des téléspectateurs. Avant de terminer, est-ce que Dr Ouda, vous pouvez nous présenter succinctement le programme Pied Beau Burkina? Merci beaucoup, madame. Je tiens à remercier la RTB et ses premiers responsables, ainsi que le ministère de la Santé, qui, en tout cas, nous accompagne pour cette noble œuvre. Il faut dire que le programme Pied Beau est né en 2017, précisément, d'un partenariat qui a pu naître entre l'hôpital Chifra, qui est à Ouagadougou, et l'ONG américaine Hope Walks. Et lorsque le programme a été installé, l'hôpital Chifra est le partenaire d'implémentation au niveau du Burkina. Et ce programme se charge maintenant d'agir sur 5 axes principaux, dont 4 sont primordiaux. L'accès au traitement, voilà, à travers la formation
et la création d'un réseau de Pieds Beaux avec les 6 centres Pieds Beaux que nous avons et nous espérons arriver à 13 centres Pieds Beaux. Ensuite, il y a l'aspect formation des professionnels de la santé pour qu'ils puissent apprendre la technique de Ponseti pour ceux qui ne la connaissent pas et la pratiquer. Et il y a l'accompagnement que nous faisons pour que le traitement soit gratuit dans ces centres-là. Il y a la sensibilisation que nous faisons à l'endroit de la population et à l'endroit des agents de santé pour la détection précoce des cas de Pieds Beaux. Et il y a un aspect qualité de soins que nous faisons en faisant des supervisions trimestrielles de tous les membres du réseau Pieds Beaux. Donc c'est un peu sur ces axes-là que ce programme agit. Et il faut dire que le traitement au niveau de nos centres est entièrement gratuit pour ce qui concerne le coût du traitement. Les parents n'auront pas à acheter du plâtre ou acheter des attelles parce que cela est fourni par le programme. Et ces attelles-là, auparavant, étaient produites à l'extérieur, mais nous avons eu en tout cas une formation pour que les techniciens orthopédistes locaux puissent le fabriquer. Donc cette attelle-là est fabriquée présentement au Burkina Faso. Voilà. Merci. Donc l'expertise se nationalise. Voilà. Pour le bien-être des populations. Voilà. Et nous visons vraiment à couvrir toutes les 13 régions du Burkina, mais vous savez que ce n'est pas facile, c'est coûteux, voilà, pour que l'accès au traitement soit favorisé. Nous avons même eu un accompagnement d'un partenaire pour le transport des familles les plus démunies durant l'année 2021 à cause de l'impact de la Covid. Mais ce n'est pas étendu forcément à tous les patients. C'est l'occasion encore de demander, en tout cas aux leaders au niveau du Burkina Faso, tant qu'il y a la possibilité d'aider, vous pouvez aider. Vous pouvez même parrainer un enfant, vous pouvez agir sur un des aspects où le programme intervient. Ok, pour terminer, peut-on prévenir le Pieds Beaux, docteur Balima? Bon, je pense que au vu de son caractère idiopathique, puisque c'est ce qu'on a dit en introduction, que jusqu'à présent, la plupart de ces Pieds Beaux-là, on ne connaît pas la cause. Et donc, du coup, ça va être difficile de prévenir. Voilà. Ce que le programme vise et ce que nous visons, c'est plutôt de réussir la prise en charge de ces enfants qui naissent avec des pieds beaux. Et c'est vraiment ça que nous visons. Sinon, la prévention, certainement, lorsque la science arrivera à identifier la cause exacte, la prévention aura son effet. Mais pour le moment, que dans tout le pays, chaque enfant qui naît et qui malheureusement présente un pied beau, qu'on puisse adresser cet enfant-là très tôt dans les centres de traitement. Je pense que, parce que comme il a dit, c'est vraiment spectaculaire ce qu'on a comme résultat. Et il faut encourager cela. D'accord. OK. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Je vous dis bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Baga. Prenez bien soin de vous et surtout des enfants. Merci. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.